Aujourd'hui, on va recevoir donc Dimitri Carbonel. Bonjour Dimitri, qui va vous parler de l'intelligence artificielle. Je vous souhaite une très bonne causerie à tous, et puis je laisse la parole à Dimitri. Bon, donc là on va vraiment partir sur la partie intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est en fait un programme. C'est un programme qui est capable d'apprendre par lui-même, qui est capable de s'adapter. Et on va le voir surtout autour de 3 thématiques différentes. La première, en termes de capacité, c'est la capacité de perception. Perception, donc, c'est par exemple être capable de voir qu'il y a un train, une personne dans un environnement. On va l'utiliser notamment pour les véhicules autonomes. Autre exemple, ou autre domaine plutôt, c'est la décision. Et là encore, on va pouvoir réutiliser l'exemple du véhicule autonome, puisqu'il va effectivement, une intelligence artificielle va être capable d'analyser la situation en fonction de la perception qu'il a, et puis de décider, je m'arrête pas, j'avance pas, ou je fais tel ou tel type de comportement. Et là, on va beaucoup l'utiliser aussi dans le domaine notamment financier pour faire des analyses ça peut être du scoring, d'autres éléments. Et enfin, il y a un troisième point qu'on oublie souvent, c'est tout ce qui est la partie exploration. Dans le sens où l'intelligence artificielle, ce n'est pas uniquement un moyen qui va vous guider d'aller dans tel sens ou dans tel sens, mais aussi peut aider à identifier de nouvelles pistes. Et c'est un petit peu ce qu'on voit ici. C'est effectivement de voir de nouvelles façons de, peut-être d'écrire, de peindre ou d'autres choses, ou d'autres idées en termes de solutions. Eh bien, l'intelligence artificielle va permettre de faire cela. Alors, on pourrait comparer l'intelligence artificielle à l'électricité. L'électricité, effectivement, permet de transformer une pompe manuelle en pompe automatique, enfin électrique. Donc, ça va réduire effectivement la force musculaire. Eh bien, de la même manière, lorsqu'on va intégrer de l'intelligence artificielle dans une pompe électrique, on va pouvoir lui donner la capacité de pouvoir s'adapter, par exemple, au flux d'eau. On va pouvoir aussi être capable de réaliser de la maintenance prédictive, fonctions qui ne sont pas possibles lorsqu'on est, par exemple, sur des pompes qui sont purement électriques. Si on regarde l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, le deep learning. Alors effectivement, c'est une base, mais il y a bien d'autres types d'intelligence artificielle. Alors, les premiers développements de l'intelligence artificielle, c'est surtout basé sur ce qu'on appelle des moteurs de règles. En fait, vous avez un certain nombre de règles qui ont été définies notamment par des experts, et après qui sont appliquées. Et on en déduit donc un certain nombre de choses. Et on va dire qu'on va avoir une approche qui est top-down. Ensuite, on l'a vu, on a vu le développement de ce qu'on appelle de solutions de machine learning, de deep learning. Et là, la stratégie est différente. Parce qu'en fait, on va basculer d'un très grand nombre d'informations et on va induire en fait un certain nombre de règles qui vont permettre ensuite de pouvoir être appliquées dans pas mal de domaines différents. Donc on a une approche qui est beaucoup plus bottom-up. Et on va le voir par la suite, c'est très important parce que comme on a une approche qui est bottom-up, eh bien parfois l'intelligence artificielle ne couvre pas l'ensemble des sujets. On va prendre un exemple pour montrer comment fonctionne le deep learning. Imaginons que vous souhaitiez donc apprendre à une intelligence artificielle à distinguer un lion, par exemple, d'un chat ou d'autres animaux. Vous allez commencer à lui transmettre un très grand nombre d'images avec des lions. Et après, certaines images avec, par exemple, un chat ou en tout cas une image où il n'y a pas de lion. Il va apprendre à partir de là. Et donc, il y a tout un mécanisme, notamment mathématique, qui va être mis en place. Et lorsque vous allez vouloir commencer à montrer, à travailler donc dans la phase un peu opérationnelle, vous allez lui présenter donc une image de lion. Et là, même si l'image est très différente, mais qu'il y a un lion à l'intérieur des autres, il va être à même de pouvoir dire, tiens, là, il y a des caractéristiques de lion, donc à ce moment-là, c'est un lion. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement. On va prendre plusieurs exemples. Premier exemple, avec lequel on est quand même assez familier, ce sont la reconnaissance vocale.
On l'a vu, hein, il y a beaucoup, que ce soit Amazon Echo, on l'a vu Google Home, etc., qui fournissent un très grand nombre un petit peu d'enceintes, hein, auxquelles vous pouvez parler assez facilement. Hein. Et puis, plus simplement, sur le smartphone, on utilise tous, soit Google Assistant ou Siri, pour demander, tiens, est-ce que tu peux me dire quel est le meilleur chemin pour aller à tel endroit, quelle est la boutique qui est encore ouverte à telle heure, etc., etc. Eh bien, là, on va utiliser un certain nombre de mécanismes qui vont permettre effectivement d'apporter une réponse. Donc, dans le domaine, en fait, pour la reconnaissance vocale, il va y avoir effectivement une première chose qui va être de traduire donc la voix en texte. Et puis après, il y a un autre phénomène, une autre technique qui va permettre de transformer ces mots en sens et après derrière en requête pour apporter la réponse qui est la plus pertinente. Alors, on le voit aussi que l'IA est de plus en plus utilisée dans le domaine de l'image. Quelques exemples, il y a eu notamment des restaurations de vidéos qui ont été faites. On voit aussi de la colorisation d'images. Alors, un point qui est quand même très important, c'est lorsqu'on fait de la colorisation d'images, eh bien, on est obligé de la nourrir une sorte de traducteur qui lui dit, écoute, pour tel type d'élément, par exemple, tiens, ça c'est une personne, donc c'est de la peau, donc si c'est de la peau, c'est tel ou tel type de couleur. Et si par exemple c'est un siège, les sièges à l'époque avaient tel ou tel type de couleur, donc à ce moment-là il faut coloriser de cette manière-là. Ce qui veut dire aussi que lorsqu'on colorise des images, eh bien on peut tout à fait complètement se tromper sur la couleur réelle en fait, qu'on va avoir dans l'image. Si par exemple les informations au départ étaient incorrectes. Donc d'où toujours la nécessité d'ailleurs pour les personnes qui colorisent les images de savoir à l'époque quelles étaient les vraies couleurs qui étaient utilisées, puis après de faire une sorte de système de traduction entre les deux, par exemple en fonction de l'objet, pour avoir la bonne couleur. Autre chose qui est intéressante, c'est une autre utilisation de la colorisation. Vous coloriez donc juste une image, et il va coloriser automatiquement. Alors évidemment, soit vous pouvez vous contenter de ça, soit si vous êtes un artiste, vous allez pouvoir commencer à transformer cette image et changer les couleurs. Mais c'est intéressant de voir comment l'IA permet assez facilement de coloriser des images à la limite qui étaient complètement noir et blanc au départ. Alors ça, c'est un petit exemple qui est intéressant, comment on utilise l'intelligence artificielle, mais aussi notamment pour tout ce qu'on appelle des fake news. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est Terminator, et c'est pas tout à fait Arnold Schwarzenegger, mais un autre acteur qui est assez connu, c'est Sylvester Stallone. Et en fait, on a plaqué l'image de Sylvester Stallone sur ça. Et on voit que c'est tout à fait crédible. Alors, il y a certains passages où c'est un petit peu moins bien fait. Et il y a d'ailleurs un certain nombre, notamment il y a un film où il y avait un acteur, on ne voulait plus le voir. Donc, il y a des scènes qui ont été complètement reprises et on a mis un nouvel acteur à la place. Donc, ça se fait de plus en plus. Et juste pour l'anecdote, faut savoir que Robin Williams a demandé dans son testament qu'on n'utilise pas son image pour faire de futurs films. Donc, parce qu'ils intègrent effectivement ça, et donc pendant 70 ans, on ne pourra pas utiliser Robin Williams sur des nouveaux films en utilisant l'intelligence artificielle. Mais c'est intéressant de voir, et puis on pourrait très bien imaginer que plus tard, il y a des acteurs qui donnent des licences de leur image, donc c'est un acteur qui va faire tous les rôles, et puis qui va jouer en tant que tel, puis on va plaquer son image. Alors évidemment, l'intérêt du comédien est moindre, mais certainement il y aura des tendances de ce type-là. Alors, autre chose, je l'avais un peu montré tout à l'heure, c'est la réutilisation de styles. Donc on peut partir d'une image, comme ici, et puis après, on va appliquer un style. Alors ça peut être Van Gogh ou un autre peintre, ça peut être Braque, Picasso, etc. Et après, on va pouvoir voir une transformation de cette image en une autre image. Là encore, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment on peut, ça peut nous ouvrir de nouveaux champs, de nouvelles manières de faire. Il y a même des applications, si vous regardez un peu sur Internet, qui vous permettent vous-même de mettre des images qui vous conviennent, et puis après de présenter un autre style, et puis pouf, de créer une nouvelle image. Donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus facilement, qui est gratuite, qui se démocratise. Autre chose, ça c'est dans les téléphones, en fait dans FaceTime. Lorsque vous regardez votre téléphone, votre iPhone, en réalité vous avez le regard
qui en fait n'est pas exactement, qui va vers le bas. Et en fait, l'iPhone, ce qu'il va faire, c'est qu'il va redresser votre regard pour qu'on ait l'impression que vous regardez la personne en face. Donc ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle qui est intégrée dans la puce A13 de l'iPhone. Maintenant, on va voir un petit peu différents types d'usages. Alors, usages notamment dans le domaine de l'industrie. Alors, dans l'industrie, il y a beaucoup de domaines différents. Il y a la partie conception, donc conception aussi bien de produits, mais aussi conception de l'usine en tant que telle. Toute la partie aussi fabrication, donc de fabrication d'éléments effectivement divers et variés, et l'exploitation effectivement de l'usine, notamment pour contrôler imaginons qu'il y a un arrêt de production ou un arrêt par exemple d'approvisionnement de tel ou tel type de produit, eh bien c'est la capacité à en temps réel, pouvoir modifier le flux de production des produits. Autre exemple, ça c'est pour la partie conception, eh bien, avec l'IA, on est capable de concevoir, par exemple, vous savez, dans les avions, il y a des portes ou des parois qui sont créées pour notamment éviter la propagation d'incendies. Ça pèse assez lourd. Eh bien, on a utilisé l'IA pour concevoir des parois très particulières qui, justement, permettent d'éviter donc la propagation du feu, mais qui sont beaucoup plus légères. Et pour pouvoir faire ça, on va aussi associer ça à l'impression 3D. Donc on va imprimer en 3D en fait des portes qui ont été conçues par notamment l'intelligence artificielle. Et bien sûr, alors quand on dit conçues par l'intelligence artificielle, il faut être un petit peu plus précis parce que ça signifie l'IA va donner un certain nombre de pistes, de moyens. Et après, il y aura toujours des ingénieurs derrière qui vont pouvoir dire, bah oui, en fait, ça, il faut un peu le changer, le modifier, etc. Donc quand on dit que c'est l'intelligence artificielle qui fait tout, non, c'est faux. Il y a toujours un être humain qui va sélectionner, choisir, parce qu'évidemment, l'IA va concevoir aussi les choses qui n'ont aucun intérêt. Alors ça, c'est un exemple, notamment dans le domaine de l'industrie. On va associer aussi l'IA avec la réalité augmentée. Donc on voit ça, c'est une usine, c'est Moitensi. Donc on a complètement conçu l'usine de manière digitale et on va pouvoir même à l'intérieur intégrer l'ensemble des machines qui produisent. Et on va pouvoir rentrer dans cette usine avec donc un casque virtuel, enfin un casque de réalité virtuelle, se balader dans l'usine. Alors évidemment, c'est comme plus parlant lorsque vous baladez comme ça dans une usine avec votre casque et de dire bah tiens cet appareil-là il faudrait le mettre là, cet appareil il faudrait être là, etc. que si par exemple vous voyez des plans. C'est beaucoup plus visuel. Et évidemment c'est beaucoup plus simple de modifier l'emplacement d'une machine lorsque vous êtes en réalité virtuelle que évidemment lorsqu'elle est faite. Donc ça c'est un gain en termes à la fois de temps. C'est un gain aussi en termes d'énergie, de réduire les gaspillages. Donc ça va aussi dans le sens d'avoir une usine qui est plus verte. Alors on voit aussi l'utilisation de l'IA, notamment à travers l'imagerie. Alors il y a plusieurs exemples ici. Le premier, c'est une cartographie qui est très intéressante. C'est une entreprise qui a identifié l'ensemble des réservoirs de pétrole qui existent dans le monde. Alors il faut savoir que les réservoirs de pétrole, ou des réserves ou des cuves de pétrole, en fait, il y a une sorte de chape au-dessus, mais qui est amovible, en fonction évidemment de la quantité de pétrole qu'il y a à l'intérieur de la cuve. Eh bien, il y a un système d'IA qui va analyser, en fait, vous voyez ici, il y a des ombres portées. Eh bien, en fonction de l'ombre et de la taille évidemment de la cuve, elle va être capable de, grosso modo, dire quelle est la quantité de pétrole dans ces cuves. Et comme elle a un très très grand nombre de cuves qu'elle analyse, elle va être capable ensuite de dire quels sont les stocks mondiaux approximativement qu'il y a dans le monde. Évidemment, un être humain, c'est pas possible qu'il fasse, il ne va pas s'amuser à faire ça pour chacun. Mais avec l'IA, on est capable vraiment d'industrialiser ce type de recherche et par exemple analyser les stocks de pétrole par rapport à ça. C'est un autre exemple ici, c'est pour l'inspection de caténaires. Là, c'est la SNCF qui va en fait, avec des drones, va inspecter donc l'ensemble des caténaires. On va pouvoir aussi analyser les voies aussi. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, il va pouvoir déterminer quels sont les caténaires qui sont, qui ont un comportement ou un aspect normal,
et les caténaires qui sont un aspect qui est anormal. Et à partir de là, il va être capable de déterminer à tel endroit, grâce à la géolocalisation, eh bien ici, il faudra sans doute qu'une personne aille le visiter. Donc ça signifie qu'au lieu d'avoir une personne qui aille visiter l'ensemble des caténaires et vérifier par lui-même, eh bien il va y avoir un drone qui va le faire, et le drone va être capable de dire « Ok, voici les différents endroits où il faut aller vérifier », ce qui fait effectivement un gain de temps. Donc on voit encore là l'intérêt de pouvoir associer plusieurs technologies ensemble, ici le drone, la localisation et l'intelligence artificielle. Dans le domaine de la santé aussi, il y a beaucoup d'exemples. L'exemple ici, c'est la possibilité d'analyser, en fait, de savoir si on a le Covid ou pas en fonction de sa toux. Il faut savoir que lorsque on est asymptomatique, eh bien, ça a un impact sur les cordes vocales. Et si vous toussez, donc vous faites exprès de tousser, eh bien, on va pouvoir distinguer quelqu'un qui est asymptomatique de quelqu'un qui ne l'est pas. Et donc déterminer, c'est la MIT qui a fait ça, qui a mis ce type de modèle. Donc on pourrait très bien imaginer, par exemple dans l'application Tous contre le Covid, ce type d'application, il n'est pas pour le cas, apparemment je ne pense pas qu'il l'ait encore mis, mais on pourrait imaginer ça, ce qui permettrait, alors c'est certainement pas aussi précis qu'un test, ça c'est clair, mais si par exemple on avait une information sur à 50 à 60% que c'était exact ou pas, à ce moment-là, ça nous inciterait effectivement, enfin peut-être que ça nous aiderait à réduire la propagation du virus. Autre exemple aussi, c'est l'analyse sanguine, où on va pouvoir aussi utiliser donc l'intelligence artificielle pour faire des analyses sanguines. Dans la finance aussi, quelques exemples dans la finance. Lorsque, souvent, il y a pas mal de banques qui font de la gestion personnalisée, et le problème, c'est que quand vous faites de la gestion personnalisée, il faut que la personne vous connaisse parfaitement. Quels sont vos projets de vie, etc. Eh bien, là, avec l'intelligence artificielle, on peut très facilement parvenir à faire de la gestion personnalisée en fonction. Par exemple, ici, c'est l'exemple, vous allez avoir un enfant, vous avez un enfant, à ce moment-là, vous allez changer le type d'épargne que vous avez. Et là, vous n'avez pas besoin d'avoir un conseiller qui manuellement le fasse et vous pose des questions de manière régulière. Dans le domaine de l'assurance, ça permet aussi de détecter les fraudes, notamment les fraudes collectives. Alors, là aussi, imaginons qu'il y ait une personne qui ait fraudé une entreprise, une assurance, ça va être vu. Eh bien là, l'intérêt, c'est de pouvoir voir un modèle de fraude et de vérifier l'ensemble des autres sinistres et vérifier si c'est un modèle qui est similaire qui a été appliqué. Et après, derrière, évidemment, il y aura toujours un être humain qui sera derrière pour vérifier est-ce qu'il y a fraude ou pas fraude. Mais ça permet en tout cas, là encore, comme pour les caténaires, de dire, OK, on voit un très grand nombre de cas et on va particulièrement vérifier pour tel ou tel type de situation si effectivement il y a une fraude ou pas, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Dans le domaine, par exemple, tout ce qui est retail ou magasin, alors ça, effectivement, c'est tout ce qui concerne la reconnaissance faciale. Donc, évidemment, on a besoin, il y a une reconnaissance faciale, on va voir votre visage, on est capable, effectivement, de déterminer si c'est vous ou pas. Alors, juste comme une information, alors évidemment, ça pose, bien sûr, un certain nombre de problèmes du fait qu'on soit fliqué ou traqué partout, ça, c'est évident. Donc, c'est une limite. Juste, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir votre visage à l'intérieur du système d'information, etc. On peut avoir une sorte de signature de votre visage, et cette signature ne permet pas de reconstituer le visage, en fait. Donc, ça signifie qu'on peut simplement savoir si c'est comme un identifiant qui vous permet de savoir si c'est vous ou pas, mais on n'est pas obligé d'avoir la signature de votre visage à l'intérieur de votre système d'information. Détection aussi de fraude, de contrefaçon. Là encore, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est sa capacité à avoir un très grand nombre de détails, y compris avec un smartphone, qui va avoir des particularités qui font que, soit des particularités qui sont spécifiques à des objets qui sont authentiques ou des objets qui sont contrefaits. Et là encore, cette capacité à distinguer les deux, et y compris sur des images. Par exemple, sur Le Bon Coin ou sur Vinted, etc., on peut analyser un très très grand nombre d'images très facilement et donner une sorte de probabilité de est-ce que c'est faux, c'est pas faux, ou d'un risque, etc. Là encore, une fois, ce qui est très intéressant, on voit que c'est qu'on industrialise un certain nombre de recherches. Alors sur le plan du travail, alors ça c'est un point aussi qu'on voit de plus en plus, c'est lorsque, imaginons que vous cherchiez donc une personne,
eh bien, vous pouvez donc créer une sorte d'annonce, et elle va déjà vous indiquer un certain nombre de choses, du style, bah tiens, vous n'utilisez pas suffisamment le nous, c'est pas suffisamment inclusif. Mais au-delà de ça, vous pouvez même écrire quelques mots, et quand vous écrivez ces mots, il va automatiquement, vous allez voir, constituer un texte complet. Et ce qui va en fait ce qui va faciliter la rédaction de ce texte. Encore une fois, ça c'est un point qui est essentiel, il y a deux possibilités que vous avez. Soit vous dites, ah bah le texte est parfait, je le laisse tel quel, soit vous le retravaillez. Je vous conseille très fortement, de manière générale, quand une IA vous propose quelque chose, de la retravailler. Parce que si vous ne le faites pas, le risque c'est qu'au fur et à mesure, on se dise, bah, en fait on n'a plus besoin de vous parce que vous n'apportez pas de valeur ajoutée par rapport à l'intelligence artificielle. Donc c'est très bien et c'est essentiel de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle comme base pour gagner du temps. Après, c'est essentiel derrière aussi de retravailler ce qui a été fait pour aller un cran plus loin. Sinon, bah, grosso modo, bah, on n'a pas besoin de vous, quoi. Ça, c'est un autre exemple dans Office qui permet aussi, par exemple, d'avoir... donc, vous avez un CV. Il est même d'ailleurs capable dans Word. Donc, ça fonctionne dans les Word actuels. Donc, si vous l'avez chez vous. Et ça vous permet de voir quels sont, par exemple, les mots qui sont généralement utilisés pour ce type de CV. Là, c'est dans PowerPoint. Donc, si vous avez PowerPoint chez vous, ça fonctionne. Donc, il est capable de traduire l'ensemble de votre présentation en anglais ou en chinois, en la langue que vous souhaitez. Alors, bien sûr, revoyez après derrière. Il peut toujours avoir des coquilles. Autre exemple aussi, vous pouvez mettre un certain nombre d'images directement dans la présentation. On sait que parfois, c'est fastidieux de placer les images. Là, automatiquement, il va vous proposer un certain nombre d'images ou de manières de présenter les images. Il va même repérer là où il y a des personnes. Vous avez un planning, là aussi, il repère que c'est un planning et va mettre en ordre effectivement ça. Encore une fois, ça, vous pouvez bien sûr le retravailler, mais c'est un gain de temps. Donc il y a même, voilà, donc ça c'est quelques exemples, il y a même aussi des exemples après pour... ensuite, effectivement, pour les plans, et après derrière aussi pour Excel aussi, vous avez la possibilité en fait, on va le voir après derrière, sur Excel, voilà. Sur Excel, il va être capable en fait de vous proposer des graphiques qui sont les plus pertinents par rapport à vos données. Donc vous voyez ici un certain nombre d'exemples. Il va regarder les données et il va être capable de dire bah voilà, c'est tel ou tel type de données qui correspond le mieux. Alors là, il y a un outil qui est vraiment en train de chambouler pas mal de choses, s'appelle GPT-3, qui en fait intègre un très très grand nombre de données, alors ça peut être Wikipédia ou d'autres choses, et qui est presque multi-usage. Alors, encore une fois, ce n'est pas une intelligence qui est au même niveau humain, heureusement, mais on peut l'utiliser dans pas mal de situations différentes. Alors ici, c'est un exemple. Vous recevez un email, et là, vous mettez quelques mots, vous voyez, reply. Et à ce moment-là, vous mettez quelques mots ici, yes, busy this week, etc. Vous appuyez sur Generate et il crée automatiquement le texte. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va le faire aussi en fonction de votre style habituel. Donc, il va intégrer votre style habituel et répondre de cette manière-là. Donc, si par exemple, vous répondez de manière très brève, il va le faire. Si vous mettez beaucoup plus de texte, il va le faire aussi. Il va intégrer l'ensemble des données ou les manières de faire que vous avez d'écrire des emails pour le faire. Et Gmail le fait déjà en partie. Lorsque il fait de l'autosaisie, moi j'ai remarqué quand je commence à écrire des mails, il a tendance effectivement à remplir un certain nombre de mots que je mets habituellement. Alors dans pas mal de cas, il se plante, mais dans un certain nombre de cas, il a aussi raison. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, alors là, ça va encore un cran plus loin. On est encore dans le domaine du langage. Il est capable même de créer du code. Donc vous dites, bah voilà, moi par exemple, je veux ici, alors ça c'est un autre exemple ici, je veux par exemple une table avec les pays les plus riches dans le monde. Donc il va créer un code. Donc là, en train de chercher. Et là, il y a une erreur de syntaxe. Encore une fois, je l'ai toujours dit, très attention, il faut vérifier derrière. La personne va faire la correction. Il va le lancer, paf, et voilà, ça crée effectivement la table. Et donc, tous les métiers de programmation vont être profondément impactés par l'IA. Encore une fois, ce qui va se passer, c'est que pour les tâches, je dirais assez faciles de codage, c'est l'IA qui va le faire. Après, toute la part de créativité qu'il faudra rajouter au-dessus,
ce sera l'être humain. Donc si vous faites simplement du bête codage, grosso modo, l'IA sera bien meilleure que vous. Hein. Donc c'est d'où l'importance aussi de travailler là-dessus, de travailler sur la créativité, de même tout ce qui est culture générale, hein, que l'on fait notamment, est essentiel parce que c'est ça qui va vous donner des analogies avec d'autres choses, vous donner l'imagination pour faire d'autres choses. Et ça, pour le coup, l'intelligence artificielle sera nettement moins bonne que vous. On peut aller même un cran plus loin. Imaginons que donc vous soyez développeur et que votre patron ou votre fondateur vous dise bah voilà, moi j'adore l'interface de Stripe. Et moi ce que je voudrais, c'est que tu fasses, puisque nous on est dans une entreprise par exemple qui fait dans le chat, je voudrais que tu fasses une interface qui soit similaire à ça. Eh bien GP3 vous permet de le faire. Donc là par exemple, vous écrivez, ben voilà, moi je voudrais un site web qui ressemble à stripe.com et qui effectivement propose une application de chat. Vous cliquez sur Design et voilà, ça le crée. Alors évidemment, ça ne crée pas tout le programme qui est derrière. Hein. Ici, c'est juste l'interface qui est proposée, hein. Mais ça vous le crée automatiquement. Hein. Et après, derrière, vous pouvez faire toutes les modifications que vous souhaitez. Donc, on va le voir par la suite. Vous allez voir le site web qui s'affiche. Et voilà. Donc, ça reprend un peu les mêmes typologies, hein, et après derrière. Et donc, là encore, hein, c'est une aide pour vous faire gagner du temps. Alors, il y a un point aussi, c'est que ça paraît génial, effectivement, d'avoir cette IA. Attention, il y a un certain nombre aussi de limites par rapport à l'IA. Première règle qu'on dit, c'est garbage in, garbage out. Si vous mettez des données, des informations qui sont mauvaises au départ, eh bien, à la fin, vous aurez obligatoirement un résultat qui est du même niveau. C'est du déchet, entre guillemets. C'est du gaspillage. D'où l'importance aussi, lorsqu'on va utiliser notamment le deep learning, de toujours vérifier la qualité des données, de vérifier que les données sont fiables, d'avoir un contrôle. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien évidemment, le risque, c'est que vous ayez quelque chose qui soit complètement non pertinent. Je prends un exemple. Imaginons donc que vous nourrissiez, comme je l'avais dit tout à l'heure, effectivement, d'images de lions, donc dans votre intelligence artificielle, et de l'autre côté, des images de chats pour dire que c'est un chat. Eh bien, si vous mettez un chat dans une savane, eh bien, il va dire que c'est un lion. Ou un lion chez vous, eh bien, il va dire que c'est un chat. La raison est la suivante. La raison, c'est qu'en fait, lui, l'intelligence artificielle n'a aucun bon sens. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder le contour, elle va dire, bah, tiens, c'est de la savane. Et à ce moment-là, dès qu'il y a de la savane, bah, ça veut dire que c'est un lion. Et inversement, pour un domicile. Et donc, ça, évidemment, si par exemple vous faites confiance aveuglément à une IA, bah, évidemment, vous allez aboutir à des résultats qui sont absurdes. D'où l'importance derrière de contrôler, de vérifier ce qu'il en est. Alors on peut même utiliser l'intelligence artificielle pour contrôler ce qu'elle fait. Donc ici, en fait, la technique est la suivante, c'est qu'on va cacher à chaque fois des parties d'image et on va demander à l'IA qu'est-ce que c'est. Donc ici, par exemple, avec cette technique-là, en cachant des parties d'image et après en demandant effectivement est-ce que c'est un lion, un chat, on est capable, là par exemple pour l'image précédente, on aurait été vu qu'en fait, il voyait que la savane en fait. C'était ça qui était important pour déterminer que c'était un lion ou un chat. Ici, eh bien, on est capable de demander à une IA de dire, ben voilà, il pense que c'est un mouton dans 25% du cas. Et pourquoi ? Ici, c'est cet élément-là qui va lui indiquer que c'est un mouton. Et là, il pense que c'est une vache. Et c'est cette partie-là qui va considérer, qui va le faire pencher dans la balance que, effectivement, c'est une vache. Idem ici, par exemple, pour une personne ou pour un aigle. Autre chose, c'est un autre exemple. Alors, il date un petit peu, mais c'était dans Jeopardy. Eh bien, on avait posé la question, quel est... Alors, le jeu Jeopardy, en fait, grosso modo, on donne la réponse, et après, il faut deviner la question.
Donc ici, la question c'était quel était l'aéroport qui était nommé après un héros de la Seconde Guerre mondiale, et on était dans toutes les villes qui se trouvent donc aux États-Unis. Et là, l'intelligence artificielle, qui a d'ailleurs gagné le Jeopardy, en fait, ce qu'elle a dit, c'était Toronto. Qu'est-ce que Toronto ? Et en fait, il faut savoir, évidemment, Toronto est au Canada. Et évidemment, les autres ne se sont pas trompés. Et pourquoi elle s'est trompée ? Parce qu'au départ, eh bien, le système IBM qui avait intégré ça avait vu que Toronto faisait partie de ligues, notamment de clubs sportifs, par exemple, c'est la NBA ou d'autres dans le club de hockey, etc., de ligues américaines. Et donc, il s'est dit, comme effectivement, il est sans cesse avec des ligues américaines, ça doit être une ville américaine. Et donc, il s'est trompé à cause de ça. Donc, on voit encore, il n'y a pas de bon sens non plus dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a un exemple tout bête qu'on peut avoir, c'est comment est-ce qu'on peut piéger un véhicule autonome. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. 1, 2, 3. En fait, il y a une technique qui est toute simple. C'est, vous prenez une craie, et donc vous avez par exemple un véhicule, et juste devant le véhicule, vous allez tracer en fait une ligne discontinue et puis une ligne continue autour. Et le véhicule, évidemment, sans crier gare, pouf, il va rentrer à l'intérieur. Et comme il rentre à l'intérieur, il ne va pas pouvoir en sortir. Évidemment, vous faites ça à un être humain, il n'y a pas de problème, il va sortir. Mais un véhicule autonome, non. Et d'ailleurs, ça pose un problème, parce que là, à la limite, c'est gadget, mais imaginons vous retrouvez dans cette situation. Vous avez un véhicule autonome, il y a une ligne continue d'un côté, et vous avez un véhicule qui tombe en panne pendant une certaine période. Vous, ce que vous allez faire, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez regarder, vous allez passer, pouf, vous allez bifurquer. Bon, vous n'allez peut-être pas respecter le code de la route parce que c'est une ligne continue, mais vous n'allez pas rester éternellement derrière cette véhicule. Un véhicule autonome, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que soit il reste là éternellement, soit, effectivement, on pourrait imaginer qu'il ne respecte pas le code de la route. Mais s'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe ? Et de l'autre côté, s'il ne respecte pas le code de la route cette fois-là, pourquoi est-ce qu'il ne respectera pas dans d'autres situations ? Donc on est obligé d'avoir une intervention humaine pour résoudre ce type de problème-là. D'où, encore une fois, je me répète là-dessus, mais c'est vraiment l'importance d'avoir un contrôle humain et de toujours se dire, l'intelligence artificielle manque de bon sens. Autre chose, c'est en ce qui concerne le biais de données. Il y a un certain temps, il y a Facebook qui avait testé des robinets qui fonctionnaient à la reconnaissance visuelle. Et les ingénieurs qui en faisaient partie étaient tous blancs. Alors quand une personne effectivement de couleur venait et mettait sa main, ça ne fonctionnait pas. Tout simplement parce que les données en entrée, c'était des personnes qui étaient blancs. Et donc on voit un risque évidemment de biais par rapport à ça. Autre exemple, c'était Amazon qui, en fait, lorsqu'il affichait des offres d'emploi à des personnes, en fait, avait un biais en fonction des résultats précédents. Je prends un exemple tout simple. On sait qu'il y a un manque cruel de femmes dans le domaine de la technologie, dans le domaine des ingénieurs. Eh bien, en fait, l'intelligence artificielle va renforcer ce biais en proposant plutôt des métiers qui sont pas domaine ingénieur, alors nous en faudrait, je sais pas, imaginons dans les ressources humaines, dans la communication, etc. Et on voit donc qu'il y a une exacerbation des biais. Et donc là encore, c'est vraiment essentiel de pouvoir analyser une intelligence artificielle et de vérifier si effectivement elle est cohérente, ou pas, par rapport à nos propres valeurs, à ce que l'on souhaite. On voit aussi qu'il y a beaucoup de vulnérabilités. Autre exemple, ça c'était Volvo, qui en fait ne savait pas du tout reconnaître les kangourous. Ça a été changé depuis, c'était amélioré depuis, mais il voyait un truc qui bondissait comme ça, il ne savait pas, je ne sais pas ce que c'est, moi, jamais vu, jamais appris un truc qui bondissait. Là, c'est une attaque, pour le coup, parce qu'il y a aussi des risques en termes d'attaque grâce à l'intelligence artificielle, qui s'appelle l'attaque Dolphin. En fait, lorsqu'on avait un Google Home ou autre chose, on était capable d'envoyer, même par la radio, en ultrason, un certain nombre d'informations. Et il était capable à ce moment-là, donc Google Home entendait ça, et donc par exemple faisait une commande pour tel ou tel type de produit, sans même que vous l'entendiez, parce que évidemment, l'intelligence artificielle est un peu bête et stupide. Il y a quelque chose qui correspond à une demande d'achat.
même si c'est en ultrason, il va faire passer effectivement l'achat. Donc c'est une attaque qui a été réalisée, bon maintenant qui a été réparée depuis. Et puis après, on en a entendu parler. C'est par exemple dans le domaine des émotions, c'est Cambridge Analytica, mais de manière plus large, c'est le fait que d'un côté, que ce soit dans Facebook, que ce soit sur Twitter, etc., on va commencer à créer des bulles d'informations. Donc ça signifie, Facebook va analyser les posts et les likes que vous préférez, et à ce moment-là, va commencer à produire des contenus qui sont similaires à ça. Et donc ça va vous enfermer dans une bulle, et comme je l'ai dit par préalable, en fait, il serait essentiel que des Google, Facebook et d'autres ouvrent justement les communautés et proposent, et par essence même, intègrent peut-être une part d'erreur, d'aléatoire, pour ouvrir vers d'autres champs, pour que ce ne soit pas toujours le même contenu qui soit fait. Et ce n'est pas pour toujours brosser entre guillemets, dans le sens du poil les gens. Donc c'est vraiment essentiel d'en tenir compte, et je pense que même dans les algorithmes d'IA, l'intégration un peu d'une part d'aléatoire d'erreur est essentielle pour éviter justement ces bulles. Alors, autre point aussi, c'est l'impact environnemental de l'IA. Parce que, évidemment, lorsqu'on parle de l'IA, ça consomme de l'énergie. Et on a eu beaucoup de débats, c'est même global de manière, on a parlé de la 5G ou d'autres choses, c'est faire toujours la balance entre quel est l'apport additionnel de l'IA, par exemple pour réduire l'impact environnemental, ça on a, notamment pour optimiser, réduire l'impact en termes de consommation d'énergie, par exemple, et donc dire, par exemple, tel bâtiment, il y a très peu de personnes à l'intérieur, donc je baisse effectivement le chauffage. Ou, autre exemple, lorsque vous partez en vacances, vous oubliez de réduire votre chauffage, un système qui va analyser qu'en général, effectivement, vous êtes parti en vacances, donc ça ne sert à rien de laisser le chauffage. Là, c'est un impact direct sur votre consommation d'énergie, et aussi, bien sûr, un impact environnemental. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, l'IA, comme on l'a vu, nécessite de l'apprentissage. Ça consomme beaucoup d'énergie. Ça consomme aussi un petit peu d'énergie pour l'exécution, mais lorsque vous devez engranger autant de données, eh bien, vous avez des serveurs qui consomment beaucoup d'énergie. GPT-3, par exemple, a consommé énormément d'énergie pour pouvoir être fabriqué. Donc ça pose une question, et donc c'est toujours important de se dire, bon, il faut faire la balance entre les deux. Quel est l'intérêt que l'on a par rapport aux inconvénients ? Encore une fois, l'objectif, c'est pas de dire, oui, comme ça consomme de l'énergie, c'est mauvais, donc on arrête. Non, c'est d'avoir une vision qui est équilibrée de l'IA et de manière plus globale des technologies. Donc ça, c'est un exemple, notamment pour justement résoudre ce problème-là. Imaginons, c'est Vinci. Vinci, par exemple, va avoir envie d'analyser l'ensemble des différentes marques qui sont qui passent effectivement sur les routes. Donc il va entraîner son système, il va pouvoir analyser, entraîner, etc. Il va le mettre en exécution, son programme. Parfait, pas de souci. Sauf que, en fait, il y a Vinci qui va le faire. Mais il n'y a pas que Vinci qui va le faire. Il y a peut-être la mairie de Paris ou la région Île-de-France qui va vouloir le faire et qui va entraîner aussi le même système. Idem peut-être pour AXA ou pour d'autres ou d'autres entreprises. Et donc tout le monde, grosso modo, va réinventer la roue ou son réseau neuronal sur des bases de données qui sont plus ou moins similaires pour le même résultat. Et donc ça veut dire énormément d'énergie qui sont consommées. Eh bien, on a la possibilité de réduire cet impact. Et il y a plusieurs manières de le faire. Première manière de le faire, eh bien, c'est ce qu'on appelle le transfer learning. Eh bien, le transfer learning, c'est que, par exemple, imaginons que Vinci, AXA, la mairie de Paris se coordonnent, ou même se coordonnent pas, ça peut être Vinci qui permet d'avoir accès à son réseau neuronal. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire, c'est une technique qui va permettre de pouvoir, par exemple, intégrer ses propres spécificités. Donc ici, imaginons qu'une entreprise s'intéresse, par exemple, AXA s'intéresserait qu'à un certain type de véhicule. Il va intégrer un peu les caractéristiques des véhicules qui l'intéressent. Il va intégrer dans le modèle et il va pouvoir, après, derrière, proposer
et avoir un réseau neuronal qui est spécifique à lui. Alors je vais reprendre. Donc, grosso modo, ça signifie qu'on a un modèle générique ici qui fonctionne, qui est robuste. On va pouvoir, grâce à des techniques qu'on appelle donc le transfer learning, d'ajouter des spécificités qui vont permettre d'avoir un modèle parfaitement performant, plutôt que de réentraîner avec un très grand nombre de véhicules, donc effectivement son réseau neuronal. Donc ça, c'est une première possibilité. L'autre chose, évidemment, c'est la possibilité d'utiliser en fait les modèles d'IA en open source. Et donc ça signifie que les entreprises vont ouvrir leur modèle, de telle sorte que tout le monde va pouvoir potentiellement l'utiliser et éviter évidemment le problème de effectivement une utilisation inutile ou par exemple la réutilisation ou la recréation en fait de réseaux neuronaux. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives dans le domaine de l'open data, notamment pour ouvrir les données. Je pense qu'il y a un deuxième débat, il y a une deuxième voie qu'il faudrait prendre, c'est vraiment l'ouverture des modèles d'intelligence artificielle. Parce que en faisant ça, on réduit donc, l'impact environnemental, on évite aussi de réinventer la roue à chaque fois, et ça nous permet aussi, je pense, beaucoup plus de valoriser le travail qui a déjà fait. Donc après, il y a bien sûr des modèles économiques à trouver derrière. Est-ce que c'est parfois complètement ouvert ou est-ce que c'est des licences ou d'autres choses? En tout cas, c'est une voie qu'il faut absolument mettre en place. Et il y a des techniques qui permettent aussi de rendre interopérables des réseaux neuronaux, ici ça s'appelle ONNX, qui permet facilement de transférer un réseau neuronal d'un domaine à un autre. Alors, après, évidemment, se pose la question de l'emploi. En ce qui concerne l'emploi, on se dit, oui, mais est-ce que je vais perdre mon emploi ou pas à cause de l'intelligence artificielle et de la robotisation? On voit en réalité que ça dépend très fortement en fait, du travail que vous faites. Si vous êtes sur un métier où il y a assez peu de nouveautés, que vous avez assez peu d'interactions avec d'autres personnes, il y a de très fortes chances que votre métier disparaisse. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes trader, alors dans les années, il y a 10, 15 ans, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la plupart des salles de marché sont en train de se vider parce qu'on peut utiliser, d'une part, effectivement, l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin de verser des bonus énormes à l'intelligence artificielle. On aura toujours besoin de personnes dans le domaine, mais plus des personnes qui vont être capables de créer en fait les algorithmes et pas des personnes qui vont réaliser les trades. Donc ça, c'est une première chose. Dans le domaine du middle management, il y a deux cas. Premier cas, vous passez les plats, si je puis me permettre. Vous avez un ordre de votre supérieur et puis vous le redescendez. Et vous n'avez pas un vrai travail d'animation, d'encouragement et puis après aussi de pouvoir animer une équipe. Bien là, pour le coup, votre valeur ajoutée est faible et à la limite, ça, une IA est tout à fait capable de le faire. En revanche, si pour le coup, vous avez un rôle de management, vous êtes actif, vraiment pour encourager, pour faciliter, pour faire grandir effectivement vos équipes, là, effectivement, vous avez beaucoup plus de chances de ne pas avoir votre emploi perdu. Je vais être très clair, tout ce qui est la partie middle management, il y a de très fortes chances qu'une grosse partie disparaisse, parce qu'on a besoin de beaucoup moins d'échelons entre le top niveau et puis après, les personnes qui sont au premier rang. Alors, autre chose aussi, c'est est-ce que votre métier, parce qu'il y a des métiers qui sont, parce qu'on parle aussi de tout ce qui est robot, est-ce que vos métiers, il y a des métiers manuels qui sont faciles à robotiser, d'autres beaucoup moins. Typiquement, dans le domaine du commerce, là, il y a pas mal de choses qui sont robotisables. Parce que, évidemment, les éléments sont assez standards. Donc, d'ailleurs, on le voit, il y a de moins en moins de caissières, parce qu'on est capable de le faire par soi-même, et ça coûte aussi beaucoup moins cher. Mais de l'autre côté, un plombier, lui, pour le coup, c'est extrêmement compliqué, et ça coûterait beaucoup trop cher de le remplacer par un robot avec de l'intelligence artificielle. Parce que chaque fois, c'est des situations qui sont très hétérogènes. Donc, il est essentiel, à la limite, ce qui va faire la distinguo entre les métiers qui vont disparaître, des métiers qui ne vont pas disparaître, c'est à la fois la partie créativité,
c'est les analogies, c'est les relations humaines. Une infirmière, par exemple, même si on a vu des robots durant la pandémie, eh bien, dans certains hôpitaux, ça ne remplacera jamais un être humain. Ce n'est pas un robot qui va vous encourager à tenir le coup, à rester en vie. Il ne sera pas capable de le faire. Un être humain, il a de l'empathie, pas un robot, ou une intelligence artificielle n'a pas d'empathie. Ils sont en contre-fiche de vous. Donc là, c'est un autre exemple. Donc tous ces métiers, relations humaines, créativité, faire des analogies avec domaine, tout ce qui est la création, vont être avancés. Inversement, c'est aussi important d'être capable d'utiliser l'intelligence artificielle. Parce qu'il est évident que si, par exemple, vous mettez 10 heures pour faire un boulot alors que quelqu'un d'autre utilise une IA et en 5 minutes il le fait, il risque d'avoir un souci. Donc, c'est à la fois être capable de l'utiliser. Dernier point, malgré tout, on l'oublie aussi, c'est qu'on a souvent, quand on a de l'IA, eh bien, on a besoin d'électricité. Donc, il faut être aussi capable, parfois, si on n'a plus d'électricité, ça peut arriver, on a parfois des pannes d'électricité, il faut être capable aussi d'avoir une solution backup. C'est un point qui est important. Toutes les technologies sont basées sur l'électricité. C'est aussi être capable d'avoir une solution backup est un point, notamment de résilience, important. Et dernier point, c'est toujours se dire que l'IA, c'est comme un peigne. C'est-à-dire qu'il a des compétences très très fortes dans certains domaines, mais inversement, il y a de nombreux interstices entre chaque dent. Et ça, au début, on le voit, parfois on le voit moins, mais il y a toujours des trous, entre guillemets, dans la raquette, dans une IA. Alors que nous, on a une intelligence qui est beaucoup plus large et qui a du bon sens et qui est capable de faire le distinguo entre les choses qui ont du sens et les choses qui n'en ont pas. Ce n'est pas le cas de l'IA. Donc ça aussi, je pense que c'est quand même un élément qui devrait nous rassurer sur l'importance de l'être humain. Donc là, je vais terminer là-dessus. Et après, je vais partir sur des questions que vous auriez données sur le sujet. Merci beaucoup Dimitri. En effet, j'ai quelques questions via l'adresse mail causerie au pluriel idfc@saisie.fr. Donc j'ai une question de Pierre Béraud, qui est en formation à Nanterre en GMSIA, donc gestion et maintenance d'informatique en apprentissage, qui demande: dans le contexte sanitaire actuel, pensez-vous que l'intelligence artificielle peut aider à trouver un vaccin ? Oui, l'IA va être très utile dans plusieurs domaines. Première chose, notamment dans la modélisation, notamment de molécules. Donc, elle va être capable effectivement de modéliser un très grand nombre de molécules et de pouvoir voir quelles sont celles qui sont le plus à même de pouvoir répondre à ça. Deuxième exemple, on va notamment utiliser avec des robots et de l'aérobot, on va pouvoir tester un certain nombre de, on va par exemple avoir le Covid, on va pouvoir tester un certain nombre de virus, de vaccins ou de médicaments, et on va pouvoir voir quelle est la réaction. Et potentiellement, on sera capable de dire, tiens, il y a un tel qui a beaucoup de réactions, un tel un peu moins. On est capable de combiner l'ensemble de ces éléments et puis après donner effectivement une aide pour ensuite faciliter la recherche de vaccins. Encore une fois, bien sûr, après derrière, il faut qu'il y ait un être humain qui soit derrière. Merci. Question de Hugo Guillotot, qui est en cycle d'ingénieur BTP sur le campus de Nanterre, qui demande: après l'investissement massif du gouvernement en 2018 dans l'intelligence artificielle, 1,5 milliard sur 5 ans, quels sont les projets en cours en France ou en Europe qui seront amenés à changer notre futur ? Je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier point, c'est que c'est notamment dans le domaine de tout ce qui est la réindustrialisation. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui sont réalisés très loin, en Chine ou ailleurs. Eh bien, lorsqu'on on associe notamment la robot et l'intelligence artificielle, et on produit par exemple en France, eh bien, comme on va utiliser le robot collaboratif et de l'IA, on va être capable de produire beaucoup plus avec un moins grand nombre de personnes, évidemment, qu'en Chine, par exemple. Et donc, on va pouvoir être capable de relocaliser. Et donc, ce qui signifie, c'est que là, l'intérêt, c'est de permettre... Alors, certes, on aura moins de personnes françaises d'emploi local que ce qu'il y avait, par exemple, en Chine. En revanche, au lieu de les avoir en Chine, on les aura en France.
Et le robot, en fait, il faut vraiment prendre comme que ce soit le robot ou l'IA comme un moyen d'augmenter la capacité effectivement des personnes, des salariés, de travailler et aussi d'avoir un modèle économique qui tienne la route, notamment en France. Et donc vraiment ça c'est un des leviers notamment qu'on va pouvoir avoir. Après il y a d'autres exemples, c'est notamment tout ce qui est la formation ou l'utilisation de l'IA dans les entreprises. Je pense qu'essentiel encore une fois c'est un levier formidable. Et donc, comme c'est un levier formidable pour gagner du temps, à ce moment-là, pour l'emploi notamment, c'est un point qui est essentiel. Avoir ces compétences est essentiel. Merci. Question de Cédric Narbonnet, donc enseignant-formateur sur le campus Île-de-France au département Industrie. Quelles sont les initiatives en cours pour éviter l'effet de biais cité par vous-même tout à l'heure? Pardon, l'effet de levier, c'est ça? De biais, oui. De biais. Ouais. Alors, en fait, il y a deux choses à faire. Je prends un exemple, c'est un groupe dans le domaine des tout ce qui est de recrutement intérimaire. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé l'IA pour trier les CV. Et donc, j'avais discuté notamment avec la personne. Et le problème de ça, c'est qu'évidemment, ils ont un certain nombre de critères. Donc, on va par exemple, le classique, c'est une personne qui va recruter que des personnes qui sont blanches, de moins d'un certain âge, qui sont peut-être des hommes, etc. Bon, c'est une catastrophe à la fin parce qu'il y a manque de diversité. Donc, il y a plusieurs manières de gérer ça. Première chose, il faut avoir une équipe qui est diverse à la base. Obligatoirement diverses. Donc avoir différents pays, de plein d'origines différentes, même qui parlent de différentes langues, qui a plein de tendances différentes, peu importe. La diversité, c'est un point essentiel parce que ça permet de voir là où il y a des erreurs. La deuxième chose, c'est lorsqu'on fait ça, c'est toujours garder une part humaine de contrôle. C'est-à-dire que si par exemple on reçoit plein de CV, on prend l'échantillon, il y a une personne, un être humain, qui va vérifier si est-ce que c'est cohérent ou pas et quelle est la différence entre l'être humain et ce que dit l'intelligence artificielle. Et le point essentiel, c'est jamais se reposer complètement sur l'IA. On peut se reposer en partie, mais toujours dire l'IA, c'est comme un bleu, entre guillemets, comme on dit. C'est quelqu'un qui peut avoir des traits de génie, mais de l'autre côté, qui peut être complètement à côté de la plaque. Donc il faut le savoir. Et donc après, mettre en place les éléments de contrôle, il y a Human in the Loop, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Une dernière question un peu décalée, mais que certaines personnes doivent se poser régulièrement. Toujours de Pierre Béraud, donc, qui dit évidemment ça peut faire penser à de la science-fiction, mais alors à la fois est-ce que l'intelligence artificielle aura toujours besoin d'un humain derrière elle, mais au final ça amène à poser la question, une intelligence artificielle peut-elle prendre totalement son indépendance? Alors, l'intelligence artificielle n'a pas de conscience. Elle n'a pas conscience d'elle-même, enfin en tout cas pour l'instant. Donc il y a toujours un être humain, mais c'est comme un véhicule, etc. On peut dire à un véhicule ou à une intelligence artificielle, fais ceci, fais cela. Est-ce que ça arrivera? Alors, on prédit qu'une intelligence artificielle qui arrive au niveau de l'homme, ça arrivera peut-être d'ici entre 30 et 70 ans. Donc à la fois c'est bientôt et dans pas si longtemps que ça, mais assez loin. Après, il y a quand même une limite encore aussi à ça. Je pense qu'on aura toujours besoin d'être humain parce que les analogies, la créativité, ça c'est une part, malgré tout, ça reste très profondément humain. Et la relation humaine, ça se fait entre humains, quoi. Relation avec une IA et pas de relation avec l'IA. Donc, on aura toujours besoin d'être humain. Et puis même l'humain, de toutes les manières, il a ses ressorts pour dire ras-le-bol de l'IA ou ras-le-bol de technologie si c'est trop. Donc, et après, c'est vraiment le point, c'est être capable d'utiliser l'IA sans en être esclave. Et ça, c'est à nous aussi, parce que c'est nous qui décidons de l'utiliser ou pas de l'utiliser. C'est comme l'IA, je peux suivre son chemin, et parfois je peux dire, non, c'est comme pour un GPS, c'est parce qu'un GPS vous dit d'aller dans la mer qu'il faut aller dans la mer. Il faut que vous fassiez vos choix en disant, non, il y a une erreur. Moi, je le fais souvent, je vérifie que c'est au moins cohérent ce qu'il dit, et parfois il se plante. L'IA, c'est le même principe. Merci beaucoup. Donc, si on n'a plus de questions, les petites personnes qui nous ont rejoints dans la salle, je vais merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Dimitri Carbonel d'être venu chez nous pour parler de l'intelligence artificielle. C'était très très intéressant. Je répète donc que si vous souhaitez récupérer le support d'aujourd'hui ou même avoir le replay, vous pourrez vous connecter sur la playlist Les Causeries Saisies du YouTube Saisie. Et les supports me le demandaient donc via la causerie au pluriel idfc@saisie.fr. La semaine prochaine, nous allons changer de thématique. Nous allons parler de transition énergétique et entreprise avec Olivier Dahan.
Donc je vous incite à vous reconnecter, donc mardi à 13h, et avec grand plaisir retrouver Monsieur Carbonel dans d'autres événements. Merci beaucoup. Merci à vous tous, merci aux apprenants qui sont arrivés pendant la causerie pour quand même soutenir notre causeur du jour. Merci. Et puis à très bientôt. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup, au revoir, à très bientôt.